Élection retardée, puis encore retardée, puis encore, pour finir avec une campagne électorale d'une durée de 10 semaines. Voici, pour une émission spéciale en direct au Journal politique, les élections à Terre-Neuve et Labrador 2021. Allons rejoindre pour commencer notre analyste politique, Xavier Douville. Bonjour Xavier. Bonjour. On ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous inclut? Je pense qu'on a une peu de son. Assurer que tout est correct avant de commencer. Bonjour, M. Douville. On vous entend? On vous entend pas, M. Douville. Confirmé, je pense qu'on a une petite erreur de son présentement. Si ça ne vous dérange pas, on peut peut-être juste couper pour 5 minutes et venir nous rejoindre dans 5 minutes, vu que M. Douville, on ne vous entend aucunement. On ne vous entend pas, M. Douville. Bonjour. Est-ce que vous êtes revenu, M. Douville, de son qu'on n'entend toujours pas? Je ne sais pas si votre micro est fermé par un quelconque hasard, mais vous êtes sur mute ou quelque chose. Est-ce qu'on n'entend absolument rien? Désolé. Bon, au pire, je peux commencer. Vous viendrez nous rejoindre un peu plus tard si vous réussissez à arranger votre son un jour. On espère que cela va arriver avant la fin de notre émission spéciale. Donc, aujourd'hui, on vous présente une émission sur les élections à Terre-Neuve et Labrador, une élection qui a été lourdement contestée, qui dure depuis maintenant 10 semaines, comme je vous le disais au début. Donc, en janvier, le premier ministre Andrew Furey a décidé de déclencher des élections anticipées de 2 ans. Premièrement, à cause qu'il y avait un gouvernement minoritaire, et deuxièmement, à cause qu'il venait d'être élu, en fait, comme premier ministre en août dernier. En fait, pour faire une histoire courte, le premier ministre Dwight Ball, qui était en poste depuis 2015, a décidé l'été dernier de quitter son poste de premier ministre de député ainsi que chef du Parti libéral de Terre-Neuve et Labrador pour arrêter la politique, quitter. Donc, le 19 août, au terme d'une course à la chefferie du Parti libéral, Andrew Furey a remporté la victoire et a été proclamé premier ministre puisqu'il était déjà député. Donc, officiellement, il devient premier ministre en même temps. Donc, depuis ce temps-là, M. Andrew Furey est premier ministre et avait de la misère à gouverner, premièrement, à cause qu'il était minoritaire, ce qui aide jamais dans un gouvernement. Donc, il a décidé de déclencher des élections auprès du lieutenant-gouverneur en janvier. Les élections étaient au début supposées se terminer le 13 février, mais qui ont été reportées en raison d'une éclosion de cas de COVID-19 à Terre-Neuve et Labrador. Donc, au moment où les élections ont été déclenchées en janvier, il y avait seulement un seul cas actif de COVID sur Terre-Neuve et Labrador, mais
une journée, quelques heures même avant le début des bureaux de vote, de l'ouverture des bureaux de vote, bien, il y a une éclosion totale de COVID. Le directeur général des élections, Bruce Chucks, a décidé d'annuler dans toutes les circonscriptions le scrutin en personne, ce qui est assez rocambolesque comme action. Annuler un scrutin totalement pour une élection, c'est jamais arrivé. Ça, donc, c'est une première. Et les élections vont être repoussées avec les bulletins en ligne. Donc, les électeurs peuvent voter par la poste. Donc, à 4 reprises, les bulletins par la poste ont été repoussés. La date limite, au début, c'était supposé d'être fin février, ensuite mars. 4 reprises jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le 27 mars 2021 à midi, heure de Terre-Neuve-Labrador, les résultats d'élection ont enfin été connus, mais d'une manière bien spéciale, d'un seul coup. Donc, les résultats ont été connus directement. C'est pas une vraie soirée électorale. Ce qui est génial dans une soirée électorale, c'est vraiment que ce soit au compte-gouttes, qu'on voit quel gouvernement rentre ou n'est pas élu. Donc, les résultats ont été totalement mis d'un seul coup. Les résultats sont assez spéciaux, sont assez non attendus. Dans les sondages, le Parti libéral de M. Furey trônait totalement, envisageait une forte majorité. Eh bien, finalement, c'est une majorité d'un seul siège qui a été remporté par M. Furey. Donc, le Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador se retrouve avec 22 sièges. Donc, pour avoir une majorité, c'était 21 sièges. Donc, il ne gouverne que par un siège. Et donc, avec le siège du président, donc il va nommer un président puisqu'il est majoritaire, donc il va rester avec un siège de majorité totale. Donc, il ne faut absolument pas qu'il ne perde un député. Et qu'est-ce qui pourrait changer là-dedans? C'est que 3 députés sont indépendants à la Chambre, 3 députés élus. Donc, dont un qui a fait un transfert de parti, en fait, qui était un libéral avant. Donc, il se pourrait qu'il fasse une certaine alliance avec ses députés ou essayer de voir pour avoir une plus forte majorité. Ça pourrait arriver. C'est une solution qui est très probable. Donc, sinon, il y a le Parti progressiste conservateur de Terre-Neuve et Labrador. Je ne sais pas vous, moi, je me suis toujours posé la question comment un parti peut être progressiste et conservateur en même temps. C'est comme les deux extrêmes. En fait, ça ne marche pas ensemble. Bon, on ne partira pas là-dessus, mais je trouve ça juste bizarre. Donc, il y a 3 indépendants, sinon, qui ont eu 4,6% des votes, les indépendants. Et en passant, c'est l'élection avec le taux de participation le plus bas depuis 1948. 48% de population. C'est de participation. C'est extrêmement bas pour une élection. Donc, même au Labrador, le taux de participation est encore plus bas avec 37%. C'est extrêmement bas pour une élection. Et plein de petits facteurs qui ont fait que cette élection, la participation est très bas, donc les électeurs ne pouvaient pas aller voter en personne. C'est sûr, ça en a découragé une bonne gang. Donc, le Parti libéral majoritaire a eu en tout 86 180 votes avec 48,2% du vote. Donc, Parti progressiste conservateur, 69 314 votes avec 38,8 votes. Les indépendants ont 8 187 votes avec 4,6%. Le NPD, 14 324 votes avec 8,0%. Et la Newfoundland Alliance avec 557 votes, 0,3%, un score assez décevant pour leurs 5 candidats. Et les non-affiliés ont eu 70 votes avec 0,0 si on arrondit au dixième près. Donc, avec la participation très basse, ça a joué beaucoup sur les résultats, selon moi. Donc, je viens de recevoir un texto de M. Douville qui dit que ça marche maintenant. Est-ce que vous m'entendez, M. Douville? Effectivement, je vous entends, M. Roy-Letarte. Enfin, merci de se joindre à nous. J'essayais d'utiliser le temps en attendant que vous joigniez. Ça a été très dur. Je commençais à manquer d'imagination. Pas d'imagination, mais j'aimerais ça continuer avec vous de parler de ces résultats impressionnants quand même, il faut se le dire. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça vous dit, ces résultats-là? Est-ce que vous êtes surpris des résultats ou vous en attendiez?
Ben effectivement, je suis un peu surpris des résultats puisque on sait ça a été reporté à plusieurs reprises. Les gens à Terre-Neuve-Labrador n'étaient pas d'accord que le gouvernement déclenche une élection en pleine pandémie, mais bizarrement, les libéraux ont réussi à obtenir la majorité. On s'attendait à une hausse des sièges, mais pas aussi flagrante ni aussi haute. Mais effectivement, c'est surprenant que le Parti libéral remporte avec la majorité. Mais les sondages disaient que le Parti libéral avait des bonnes chances de gagner, et ça, on ne peut pas le nier. Il y avait une certaine montée du Parti progressiste conservateur dans les derniers temps, mais quand même, les sondages annonçaient une majorité. Mais qu'est-ce que vous parlez des élections en pleine pandémie? Chess Crosby, le chef du Parti progressiste conservateur, est revenu à toutes les reprises, une occasion qu'il avait, il revenait sur le sujet de quoi, en accusant le premier ministre Furry d'avoir déclenché des élections en temps de pandémie, il mettait ça sur son dos. Et c'est une tactique qui a été utilisée pas juste en Terre-Neuve-Labrador. Depuis le début de la pandémie, il y a eu 4 élections au Canada, Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique. Il y a eu sinon, là j'ai un blanc de mémoire flagrant. Bon, je me rappelle plus des deux autres. Je suis terriblement désolé. C'est pas grave, Alexis. Ça arrive des fois. Donc, avec 4 élections, dans toutes ces élections-là aussi, c'était toujours rappelé de quoi le premier ministre déclenchait les élections, puis c'était de sa faute aussi. Saskatchewan, ça vient de me revenir. C'est la 4e élection, justement. Il manquait la Saskatchewan. Donc, il revenait toujours sur le sujet de quoi, sur la pandémie, vu que de quoi les gens, ils ne voulaient pas une élection en tant que pandémie, parce que l'élection à Terre-Neuve-Labrador était prévue pour 2023. En fait, c'est 2 ans avant la date butoir de 4 ans pour une élection. Mais M. Furey a déclenché les élections d'avance, qui a été le cas pour toutes les élections depuis le début de la pandémie, sauf pour la Saskatchewan. C'est tous des gouvernements qui ont déclenché des élections, gouvernements minoritaires comme en Colombie-Britannique, le premier ministre John Horgan, qui voulait obtenir sa majorité après 2 ans de brouhaha avec une alliance avec le Parti vert de la Colombie-Britannique. Donc, ça s'est fait là aussi. On voulait avoir une majorité. Les gouvernements minoritaires en général vont toujours avoir une majorité. On peut remarquer ça. Remarquez Justin Trudeau. Nombre de fois que, subtilement, on le sait bien que ça ne va pas attendre 2023 avant d'avoir des élections fédérales. Le ministre Trudeau va en déclencher bien avant parce qu'il veut savoir la majorité. Ça fonctionne mal. Ils ont de la misère à gouverner avec une minorité. C'est toujours ça. Effectivement, Alexis, il faut encore retourner dans nos livres d'histoire, il faut tourner nos pages d'histoire pour voir que son père, Pierre Elliott Trudeau, avait fait les mêmes choses et ça semble être un début comme son père qui disait « Ah non, ça va pas être tout de suite, ça va être pas pendant une pleine pandémie. » Son père disait « Non, ça va pas être pendant telle date. » Mais on sait tous bien que tous les gouvernements veulent avoir la majorité, peu importe, du niveau provincial ou fédéral. Oui, tellement. Je ne vois pas, à ma connaissance, un seul gouvernement qui a décidé de garder son gouvernement pendant un mandat de 4 ans sans demander d'élection en étant minoritaire. Ça, je ne vois pas dans ma mémoire avoir entendu un tel cas. Mais bon, si on revenons à nos résultats, donc vous avez vu 22 partis libéraux, 13 partis progressistes conservateurs, 3 indépendants, 2 NPD et aucun pour la Newfoundland Alliance. Qu'est-ce que ça vous dit, ces résultats-là? Ces résultats-là, ça veut dire que ça a été un mélange d'un peu tout dans les élections. Le Parti vert, qui était quand même un parti qui était en montée de pourcentage de vote à la dernière élection, et ont eu, si je ne me trompe, un siège. Puis malheureusement, seulement 2 candidats, si je ne me trompe encore une fois, se sont présentés, ce qui a officiellement dit que le parti n'était plus un parti officiel. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'officiels là-dedans, mais ça a joué aussi sur l'élection. C'est ça pour toujours les partis. Ça prend un nombre minimal de membres pour rester en vie. Au Québec, c'est, si je me rappelle bien, 150 membres obligatoires. Si tu tombes en bas, ben, c'est fini pour toi. Le parti ne peut pas survivre. Et aussi par manque de fonds, les partis qui crient les dettes. Ça a fait la même chose avec l'Union nationale en 1988, qui a survécu jusqu'en 1988, ce qui est très bon. L'Union nationale, peu le savent, qui a fini quand même à cette époque-là.
Mais après tout criblé de dettes, plus assez de membres, tous les membres étaient rendus au PQ, ben, c'était fini pour eux. C'est dommage pour plusieurs partis politiques. C'est ce qui arrive à beaucoup. Donc, maintenant que le Parti vert n'était plus là, les progressistes et les plus gauchistes écologistes se sont tournés vers le NPD avec leur chef Alison Coffin. On va en reparler, Alison Coffin. D'accord, c'est une élection brise-cœur pour elle qui a été défaite dans sa propre circonscription, mais par une marge très mince. Si je me rappelle, 53 votes, perdus par 53 votes, c'est vraiment pas beaucoup. C'est à peine 1% par lequel elle a perdu. C'est ça, 53 votes avec 43% pour le libéral John Abbott. On le voit à l'écran. Le Parti progressiste conservateur avec Von Emon. Une chance qu'il ne nous écoute pas parce que je suis en train de massacrer littéralement son nom. Je suis désolé, M. Emon. Donc, Alison Coffin, 42%, et le John Abbott qui a été élu avec 43%, désolé, puis Alison Coffin, 43%. Elle, c'était une chef qui avait beaucoup quand même de charisme, elle a fait beaucoup d'annonces. C'était le parti écologique et progressiste de la campagne, M. Doubel. Effectivement, Alexis, si je peux me le permettre, Mme Coffin avait un bon pressentiment pour les élections. Est-ce que, et pour le territoire complet de Terre-Neuve et Labrador, mais dans sa circonscription, elle sentait, elle l'a dit en entrevue, qu'elle sentait qu'elle avait une baisse de popularité dans sa propre circonscription. Qu'est-ce qui est rare quand la personne est chef dans sa propre circonscription? Elle perd, ça c'est très rare, mais elle a senti une baisse de popularité, mais est-ce qu'elle elle prenait ça trop dans sa poche? Est-ce que c'est ça la question? Puisque on parlerait à n'importe qui, personne pourrait dire qu'il était sûr que Mme Coffin allait perdre, même si on voyait une hausse libérale. Non, mais on remarque ça, là. Tous les chefs de parti ne vont pas nécessairement faire campagne dans leur propre circonscription. Ça arrive quasiment jamais. Et on remarquera au Québec, genre, François Legault n'a aucunement fait de campagne dans ses circonscriptions, Manon Massé aussi, Philippe Pouillard non plus. Il y a juste aux élections provinciales de 2018, il y a Jean-François Lisée, lui, c'était une exception. Il voyait Vincent Marissal monter en hausse, tout comme Québec solidaire partout dans la province de ses circonscriptions. Même que M. Lisée avait participé au débat local, à un des débats locaux, juste des candidats de circonscription, ce qui n'arrive jamais pour un chef de parti de partir à ce genre de débat-là. Mais il sentait qu'il avait une baisse de popularité, mais il ne pouvait pas trop mettre d'énergie sur sa circonscription. Oui, les politiciens, souvent, sont amenés à dire est-ce que je sauve ma propre place à l'Assemblée nationale dans le cas présent, ou est-ce que je sauve ma circonscription dans le cas pour garder son poste à l'Assemblée nationale, ou bien est-ce que je sauve mon parti? Dans le cas de Mme Coffin, a décidé de vouloir plus être avec son parti, plus sauver son parti qui était en baisse. Souvent, c'est ça. Ben, ils ont le choix entre eux. Hey, je veux-tu être élu député ou je veux sauver mon parti? Mais en même temps, l'affaire là-dedans, c'est que si on choisit de juste prioriser ses circonscriptions, ben, les membres vont bien s'en rendre compte. Là. Hey, elle voulait juste être élue, elle priorise elle-même, elle ne prend pas compte des besoins de son parti. Ça, les militants vont le savoir, elle aurait été destituée comme chef sûrement lors d'un prochain congrès. C'est pas une surprise, ça. Non, effectivement, mais en même temps, lorsque tu es un parti avec peu de députés et que tes votes sont en baisse, normalement, on priorise sa circonscription et son parti en même temps, puisque quand tu es un parti avec peu de hausse politique, hausse dans les sondages, c'est sûr que ça fait peur pour le parti. Et puis, ça fait peur aussi pour les années à venir, puisque le NPD, malheureusement, a connu une baisse cette année. Ah oui, énormément. Là. C'est dommage pour eux, par exemple, il y avait quand même
il y avait une bonne campagne. Alison Coffin avait fait une très bonne campagne quand même. Mais le NPD, on voit là, ça on remarque, élection au Nouveau-Brunswick en septembre, majorité accrue du premier ministre, élection en Colombie-Britannique, majorité accrue de John Horgan. Et c'est ça, dans toutes les élections depuis le début de la pandémie, les gouvernements sont toujours en train d'aller chercher un autre mandat. Ils ont eu la pandémie où le gouvernement occupait tout l'espace médiatique et n'en laissait pas aux autres partis. Ce qui a fait que les partis au pouvoir ont tellement monté dans les sondages. Puis, remarquez, au Québec, ça a tellement été ça. Durant la première vague, les partis n'avaient aucune visibilité médiatique. Toute l'attention médiatique était sur les points de presse quotidiennes de François Legault avec M. Arruda et Mme McCann. C'était juste ça. Les autres partis Québec solidaire ont essayé d'avoir du poids médiatique. Ils n'ont pas réussi. Tous les partis se sont rangés derrière le gouvernement. Ils ne pouvaient pas avoir de poids médiatique. Et la CAQ, à ce moment-là, a monté dans les sondages drastiquement, dépassant tous les records des dernières décennies, ce qui était énorme. La CAQ trône encore, justement, avec au printemps, la CAQ avait une moyenne de 100 sièges dans les sondages. 100 sièges sur 125. Et ça, il faut calculer là-dedans que les châteaux-forts libérales de l'ouest de l'île, qui en enlèvent beaucoup, c'est énorme, énorme, énorme. C'est ça pour tous les gouvernements. Le monde se sont sentis attachés. C'était comme une espèce de... les personnes se disaient que oui, c'est comme lui, le premier ministre, c'est lui qui met les mesures pour nous. Et l'attachement à ça, c'était grand. Les premiers ministres sont tous montés suite à ça. Puis les autres partis en ont payé le prix. Effectivement, les autres partis en ont payé le prix, puisque dans la première vague et dans la si vous rajoutez la deuxième vague et demie, les autres partis ont eu presque pas de couverture médiatique, puisque tout le monde était rattaché derrière le gouvernement. Ça fait ça en temps de crise, c'est normal, c'est humain, tout le monde se rattache derrière quelqu'un, un gouvernement, et puis c'est ça que la CAQ a fait, mais malheureusement pour les autres partis, ont eu peu de couverture médiatique. Et puis là, ça a commencé à monter plus en plus que les Québécois étaient tannés des mesures sanitaires ou autres, allaient vers un autre parti qui, eux, disaient, dénonçaient la CAQ sur des mesures. Les partis ne pouvaient pas dénoncer le gouvernement à ce moment-là. Et il n'y avait pas le choix. On ne pouvait pas se ranger contre la santé publique. C'était comme ça ne marchait pas. Mais ce qui faisait que le gouvernement avait toute l'attention médiatique, mais c'était de manière logique, il fallait qu'il se range devant ça. Là, ça a été la bonne solution, mais il y avait des conséquences à ça, bien sûr. Malheureusement, il y a un parti qui se range contre la santé publique. Et puis, je ne sais pas si vous le connaissez, vous à la maison, c'est le Parti conservateur du Québec qui commence à dire que c'est des mesures abusives du gouvernement. Ça leur a fait gagner de popularité. Je l'ai eu en entrevue il y a quelques semaines. Il me disait là que c'était vraiment à cause de la crise sanitaire que le monde allait vers leur parti. Et est-ce que on peut évoquer, parce qu'ils ont dépassé la CAQ au niveau des membres, donc ça pourrait comme être dangereux quand même. Oui, ça pourrait être dangereux. Remarquez dans Chauveau, qui est le château fort du Parti conservateur du Québec. Le Parti conservateur du Québec, il n'y a pas longtemps, les sondages ont monté jusqu'à 15%. C'est énorme. Surtout remarquez en Beauce aussi. En Beauce, l'appui est grandissant. Avec 15%, il était deuxième. Puis c'est le seul parti qui est contre les mesures sanitaires. Puis, moi, il va toujours attirer les conspirationnistes vont aller vers ce parti-là. C'est le seul qui défend ça. Les anti-confinements aussi vont y aller. C'est un attrape-tout de cette gang-là. Et remarquez, c'est la même chose au fédéral. Remarquez Maxime Bernier, le Parti populaire. Si vous le suivez un peu sur sa page Facebook, sur les réseaux sociaux, vous remarquerez que, ouch, c'est très anti-mesures sanitaires, dénonce le confinement, puis énormément, très, très fort là-dessus. Ce qui attire beaucoup, ils ont monté quand même un petit peu dans les sondages. Remarquez au Parti populaire, ça, c'est une autre affaire, par exemple, qu'il y a aussi beaucoup de conspirationnistes au Parti conservateur du Canada. Remarquez beaucoup d'extrême droite qui votent
contre que le changement climatique existe. Vous avez un peu suivi le congrès du Parti conservateur en fin de semaine dernière, qui ne reconnaissent pas le changement climatique. Tant qu'à y être, ils vont se réunir pour savoir si la Terre est plate ou non. J'aime bien ton sens de l'humour, Alexis, mais malheureusement, dans certains cas, c'est vrai. Comme on l'a vu dans un sondage, 50% et plus des conservateurs du Canada croient pas au changement climatique. Qu'est-ce qui est pour les solidaires et ceux de gauche qui ça décourage là vraiment. Ah oui, vraiment. Si on revient à nos résultats, donc, on peut analyser, là, on a parlé d'Alison Coffin qui a perdu son siège, mais il y a aussi Chess Crosby, le chef du Parti conservateur, progressiste conservateur, excusez-moi, qui lui aussi a été défait, mais par une plus grande marge. Vous voyez à l'écran, 50,6 pour John Logan contre 40,5. C'est énorme pour un chef. Chess Crosby. Moi, quand je pense à Chess Crosby, je pense simplement au Miss candidat d'Infoman. Il va le voir tirer du gun un peu, c'est sûr. C'est un phénomène quand même. C'est un conservateur, comme tout bon conservateur, et un peu de savent tirer du gun, comme dirait Infoman. Donc, M. Crosby a été défait par une grande marche quand même. Vous remarquerez, si on observe la carte électorale, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, la carte électorale, on remarquera qu'à Terre-Neuve et Labrador, les sièges sont tous concentrés au même endroit. Vous pouvez la googler si elle n'est pas encore là. Mais en fait, dans tout ce qui est plus centre urbain, ça a plus voté libéral. Et les centres plus les régions, ça a plus voté conservateur, ce qui est un peu ça même dans d'autres paliers de gouvernement. Donc, vraiment, on remarque tous les petits centres urbains. Puis l'NPD aussi, ils ont gagné dans les villes, les endroits plus universitaires. Puis à Labrador aussi, il y a seulement 4 circonscriptions au Labrador, ce qui n'est pas beaucoup quand même. Et c'est là, je vous disais, 37% de participation. Ça, c'est épouvantable. 37% de population, là. Imaginez-vous, c'est énormément pas beaucoup d'électeurs qui exercent le droit de vote, l'essence même de la démocratie. Et j'attire votre attention sur un comté, le comté Cartwright-Lance-Eau-Claire, au Labrador, vous la voyez la carte maintenant, donc au sud-est du Labrador, ce comté-là, la ministre Lisa Widemsper, elle a remporté avec 95,2%, c'est énorme comme majorité, contre le candidat du Parti progressiste conservateur Joshua Nolan, ce qui est quand même 95,2%, c'est le plus haut score de cette élection. Mais effectivement, elle est très populaire dans cette circonscription, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même 40, si je me trompe, 30, vous l'aviez les chiffres tantôt du nombre, c'est combien de pourcents, Alexis? Est-ce que vous l'avez avec vous? Le pourcentage qui a été rentré, c'est 95,2. Donc, non, excusez, pour le nombre, le pourcentage d'électeurs, qui a été très bas, là, je ne me rappelle plus des chiffres exacts. Pour cette circonscription, je n'ai pas 35%. Effectivement, 35%. 37%, puis au Labrador aussi, c'est très bas comme résultat. Justement, Lac-Melville, 36%. Montagnat, celui-là, c'est 22%. Aïe aïe, ça, je ne l'avais pas vu. Et Montagnat, qui est dans le nord du Labrador, 22%. Ah oui. La candidate du Parti conservateur conservateur, Leila M. Evans, 88,8% quand même, avec 420 votes. Quand même. Oui, puis je vais vous le montrer à l'écran dans quelques instants. Il y a eu dans une circonscription que c'était vraiment, vraiment serré, là. En attendant que je cherche, Alexis, tu peux continuer avec des nouvelles, mais je vais commencer à chercher. Hein. Oui, c'est sûr. En fait,
c'est très fort, cette circonscription-là, mais dans toute le Labrador, ça a été très faible, les pourcentages de vote de participation. Donc, là, je me rends compte que dans presque chacune des circonscriptions, le résultat était assez très bas, mais 22%, ça me surprend un peu au point que vous remarquez dans l'ouest du Labrador, dans le Labrador-Ouest, le candidat du NPD, Jordan Brown, élu avec 50%, 579 voix d'avance. Et le libéral Wayne Bottom, 28,7%, ce qui est quand même beaucoup comme majorité du NPD. C'est un des 2 sièges du NPD. Le NPD a seulement eu 2 sièges. C'est décevant pour eux. Au moins, s'ils auraient pu avoir leur chef déjà, Alison Coffin n'aurait pas été élu, ça aurait déjà été quelque chose de plus pour eux, qu'ils auraient moins découragés, on pourrait dire, parce que là, 2 sièges, ça va mal aller pour eux. Ils n'ont pas le statut de parti reconnu en Chambre. Donc, ça les aide vraiment pas. Alison Coffin était, on va dire, un peu découragée dans son discours de victoire. On la sentait émotive. De perdre son siège comme ça, c'est crève-cœur pour une chef de parti. Pour marquer Jean-François Lisée, ça avait été la même affaire au Québec. Donc, si on continue, là, on parlait de Chess Crosby. Vous êtes revenu avec le chiffre? Non, mais ce que je me rappelle, qu'est-ce que j'avais vu, là, c'est 5 votes de différence. Là, c'était dans le nord de Terre-Neuve-Labrador. J'étais allé vite, là, je vais vous le dire, mais 5 votes d'avance, c'est, je vais vous le dire, c'est pas beaucoup. Si vous... dans le nord, il y avait eu par très peu de voix mais de ce que je vois, là, d'après moi, je me suis trompé d'élection. Peut-être au Yukon, là, Alexis, on prépare une émission pour les élections du Yukon, là. Peut-être aussi ça que je me suis trompé. Puis, en passant au Yukon, on prépare, justement, comme Isabelle disait, une autre émission spéciale en direct pour le 12 avril, les élections yukonaises. En 2016, Radio-Canada n'avait même pas fait de soirée électorale. CBC en avait fait une. Donc, peut-être serons-nous le seul réseau Internet à faire une soirée électorale francophone pour le Yukon, à moins qu'il y en ait une au Yukon, on ne sait pas. Mais donc, justement, on ne vous a pas expliqué notre contexte d'émission. Le journal politique, c'est tout nouveau. Donc, en fait, on va diffuser tous les dimanches soirs, 7 heures, une émission hebdomadaire de 1 heure sur l'actualité politique de la semaine. Donc, on s'est parti ça dernièrement, moi puis M. Douville, on se connaissait bien depuis le primaire. Et donc, on a décidé de partir ça. Ça va être diffusé sur Internet, donc sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, à tous les dimanches soirs. Donc, pour l'émission de la semaine prochaine, ça va être la première émission, le 4 avril, 7h au soir. C'est un rendez-vous qu'on vous donne. Donc, pour cette émission-là, on va parler, entre autres, GNL Québec. On vous dit quelques punch, désolé l'anglicisme. Donc, on va parler GNL Québec, aussi des élections au Yukon. On prépare avec on a écrit aux certains partis politiques, aux 3 principaux partis politiques, en vue de leur demander un candidat parlant français. Il y a quand même une certaine population, un bassin de population francophone au Yukon. Alors, pour les avoir avec nous en entrevue pour notre émission du 4 avril. Donc, on a reçu une réponse du NPD du Yukon. Et donc, une de leurs candidates qui parle très bien français, là, on va entrer en contact avec elle. Et donc, on aura sûrement une entrevue avec elle, ce qui est vraiment génial, si on pourrait avoir une entrevue avec ça. Donc, on vous dit pas les autres nouvelles qu'il va y avoir dans notre spécial la semaine prochaine. On peut vous dire qu'il va y avoir plusieurs invités politiques, donc, dont en partie Valérie Delage pour GNL Québec, ancienne candidate de Québec solidaire aux élections de 2018 dans Trois-Rivières, et plusieurs autres invités politiques connus de marque. Donc, on ne vous dit pas de quoi ce sera, mais ce sera un rendez-vous à ne pas manquer avec des invités politiques très connus qu'on aura. On ne vous le dit pas tout de suite. Donc, si on revient à nos élections nationales, Terre-Neuve et Labrador, on sait, là, selon moi, au Québec, il n'y a pas tant de personnes qui s'intéressent à ces élections à Terre-Neuve et Labrador. Parler au Yukon, je ne sais pas si j'étais le seul jeune au Québec à m'intéresser pour ces élections yukonaises, dont depuis plus d'1 an que
J'attends ces élections avec enthousiasme. Même vous, M. Nouvelle, vous n'étiez pas au courant, mais on s'est informé. Ouais, ben, j'en ai entendu parler là, à la télévision, mais effectivement, là, j'étais pas du tout au courant. Vous m'avez informé, là, d'ailleurs. Ouais, c'est pas des sujets très. Que beaucoup de jeunes de notre âge sont intéressés. Moi, j'ai 14 ans. M. Douville, je pense que vous avez 13 ans. 14 Effectivement. ans, parfait. Donc, si on revient justement, quand on parle de nos résultats, là, qu'est-ce qui est intéressant de parler, c'est de la contestation. Effectivement. C'est un sujet fort, la campagne. M. Crosby a dit à de nombreuses reprises dans la campagne qu'il n'écartait pas la possibilité d'une contestation judiciaire pour les résultats. Et cette contestation judiciaire pourrait même se rendre en cours suprême. Même Alison Coffin du NPD en a parlé que ça se pourrait qu'il y ait une contestation judiciaire. Parce qu'il y a eu plusieurs irrégularités flagrantes dans le vote. Puis je vous en donne quelques-unes. Premièrement, le directeur général des élections, Bruce Chucks, on vous en a parlé tantôt, a permis à des électeurs de voter par téléphone. Et ça, le problème avec ça, c'est que c'est interdit par la loi électorale. C'est illégal de permettre à des électeurs de voter par téléphone. Donc, ça qui est absolument inadmissible. Et que ça, selon moi, pour ceci, c'est ultra probable qu'il y ait des contestations judiciaires. Puis, d'après moi, c'est sûr quasiment qu'il va en avoir. On va suivre ça avec enthousiasme. On va vous donner des nouvelles sur notre page Facebook. Donc, vous pouvez nous suivre, le journal politique, sur Facebook. On est déjà rendu une 57 abonnés, si je me rappelle bien. C'est quand même un bon nombre. Donc, en passant, présentement, on est rendu à 9 personnes qui nous écoutent en ce moment. C'est pas si peu, c'est notre premier live en direct. C'est quand même 20% de nos abonnés, on peut se dire. C'est quand même bien. 9 fois 8. Bon, c'est pas si peu. Quand même une couple de personnes qui nous écoutent. Si on peut vous informer, c'est mieux. C'est ça, tant qu'on vous informe. Donc, les contestations judiciaires, je vous disais, il a permis à Bruce Chucks à voter par téléphone, illégal. Il y a une électrice qui a reçu 3 bulletins de vote à 3 adresses différentes. Je vous assure, c'est pas une blague. Non, non. Il a reçu 3 bulletins de vote. À cause de vote par la poste, c'est pour ceux qui ne savent pas. En fait, c'est qu'on vous envoie une trousse de vote par la poste où il faut que vous remplissiez le bulletin de vote et vous le retournez directement à la poste. Il y a eu tellement d'erreurs qui ont envoyé à ces 3 adresses différentes un bulletin de vote différent. C'est parmi les erreurs. Sinon, le directeur général des élections a livré des bulletins de vote en main propre. Donc, il a été porté des bulletins de vote aux électeurs, ce qui ne marche pas non plus, ce qui est anti-éthique totalement. Ben, en plus, Alexis, qu'est-ce qui décourage le plus là-dedans, c'est qu'on vient dire n'allez pas voter sur place, c'est par courrier ou encore par téléphone, qu'est-ce qui est illégal. Mais qu'est-ce qui décourage le plus, c'est qu'on dit que c'est à cause de la COVID, mais le directeur général des élections vient lui-même porter en main propre. C'est ça qui est inexplicable, dans le fond, Alexis. Vous dites, c'est ça. Il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que les résultats ne soient pas, les taux de participation ne soient pas énormes. La COVID, ça fait dans toutes les provinces, il y a eu des élections, le taux de participation est extrêmement bas. Et justement, il y a ça aussi, mais il y a aussi les temps par la poste. Là. Vous entendrez que peut-être, ça ne tente pas n'importe qui d'envoyer un bulletin de vote par la poste, de remplir sa trousse de vote. Pour le directeur, ça leur tente juste d'aller en personne voter. Puis il n'y avait pas cette option-là, ce qui est assez compliqué pour certaines personnes, qui a compliqué beaucoup la chose. C'est logique. Puis, dernière affaire qui a fait aussi, les problèmes sont revenus, les bulletins de vote n'ont pas été traduits pour les électeurs autochtones. Effectivement, c'est décourageant, Alexis. Encore une fois, je crois que il y a partout au Canada et dans le monde, il va falloir que les gouvernements et les pays partout dans le monde sensibilisent les personnes à ça, puisque c'est impossible. Admettons, nous, là, on habite au Québec. Oui. Admettons qu'on s'en va en Ontario. On parle en français. Eux, c'est, si je ne me trompe, c'est... Alexis, corrige-moi si je suis dans le tort. C'est anglophone. Oui. Donc, pas en Ontario. effectivement.
Puis il y a des personnes qui parlent en français. Et ça, il va falloir que je m'informe dans les prochains jours, voir s'ils sont traduits. Mais encore une fois, on parle de disparition de langues. Les langues autochtones, les autochtones méritent d'être mieux respectés. Ça, c'est oublié. Mais même, je me demande si c'est obligé qu'il soit traduit dans tout ça. Je ne sais pas si c'est une loi de la loi électorale, mais en tout cas, c'est anti-logique. Ce n'est pas éthique de ne pas traduire ça dans les langues autochtones, pour, au moins, pas nécessairement à travers la province, mais au moins pour les communautés autochtones qui soient traduits. Parce que là, si on regarde ça, là, mais au Québec, là, quand on s'en va voter au provincial, au fédéral, les résultats, les bulletins ne sont pas traduits en 46 langues autochtones. Là. Mais c'est seulement dans les communautés autochtones qui sont traduits, puis ça, c'est totalement logique. Mais là, ils n'ont pas été traduits. Il y en a, là, des autochtones qui sont pas très bons en français, qui sont pas capables très bien de parler, désolé, anglais, en Terre-Neuve-Labrador, mais il y a quand même un bassin francophone à Terre-Neuve-Labrador. Puis ça, c'est totalement inadmissible de ne pas avoir traduit. Puis on parle totalement des droits des Autochtones, c'est un sujet chaud de l'heure. Puis c'est comme illogique. Effectivement, c'est totalement illogique. Puis, il faut respecter les langues officielles. Je sais pas si c'est une langue officielle, mais il faut quand même respecter les communautés qui habitent dans ce territoire-là. Ils méritent d'être mieux respectés, clairement. Oui, c'est illogique. Ça devrait être obligatoire, ça, en tout cas. Donc, ça, justement, il y a 4 grands problèmes qui ont été survenus. Les votes par téléphone, maintenant, 3 adresses différentes, 3 bulletins de vote. Les bulletins de vote en main propre du directeur général des élections, puis les bulletins de vote non traduits pour les Autochtones. C'est un fiasco total, cette élection-ci. Puis, cette élection, ça met en garde le fédéral. On peut dire, c'est qu'il y a des élections fédérales qui s'en viennent, même si Justin Trudeau nous dit qu'il n'y en aura pas. On sait très bien que les élections s'en viennent, probablement cet été, si on s'en fie aux analyses. Alexis, on dirait que tout le monde sait qu'il va y avoir des élections fédérales, sauf lui. Bien sûr. Mais justement, j'avais vu une caricature, je ne me rappelle plus de quel journal, mais qui montrait M. Trudeau en campagne électorale avec son autobus de campagne avec comme slogan « On ne veut pas d'élection ». Ah ouais, écoute. Réalité électorale. Mais M. Trudeau ne veut pas d'élection, mais on sait très bien qu'au fond de lui, il a très, très hâte d'avoir des élections. Il veut obtenir sa majorité. C'est une priorité pour lui. Comme tous les autres gouvernements, on en a parlé au début. Justement, c'est important d'avoir sa majorité pour lui. Puis, il va y aller en élection, selon moi. Donc, Alexis, si tu me le permets, là, il y a eu une mise à jour sur le site électoral. Les taux de participation sont publiés. 48% des personnes ont voté. 48%, c'est moins que la majorité. Au provincial, ici, si je ne me trompe pas, on en a plus que ça. Mais il y en avait plus la dernière élection en 2019. En 2019, c'était 60,1. On est dans une diminution énorme. Ça fait 12,1% de moins. Puis, je vérifie qu'ici, on remarque, si on monte, en 2019, dernière élection, 60,7% de vote, pas de vote, mais taux de participation. 2015, 55,3. 2011, 57,9. 2017, 60,2. On était quand même une baisse. Si on remarque ça, de 2007 à 2015, il y a quand même une baisse de 2% à chaque élection. 2019, il y a eu une montée à 60%. Et je n'ai pas remarqué 2003 aussi. Ça remarque 75,5%. Il n'y a pas si longtemps, on était quand même à des taux de participation élevés. Et au provincial, au Québec, vous remarquez, c'est environ 65%. Dernière élection, c'est à peu près ça, ça oscille dans ces résultats-là. Au fédéral aussi, c'est à peu près les mêmes résultats. C'est des taux de participation qui sont décevants. Même tous les chefs, les autres. Et là, je vois Alison Coffin, justement, quand je vous parlais des contestations, puis je la cite. Des milliers de personnes se sont plaints du système de vote et des milliers d'autres se sentent exclus. Il y a déjà des discussions sur des poursuites pour aller jusqu'en Cour suprême. Ça, j'avais pas la phrase exacte, c'est Alison Coffin aussi qui a déclaré ça. Donc, elle aussi pourrait poser
des contestations judiciaires. On n'en avait pas parlé tant que ça depuis la campagne électorale, de quoi qu'elle voulait faire des contestations. Et là, on la remarque, 2 sièges, elle perd son propre siège par 53 voix, par 1%. Elle, ça peut être avantageux, là. Je pense qu'elle a des très bonnes raisons de faire des contestations judiciaires. Chess Crosby a perdu par 10%. Lui, c'est quasi impossible pour lui. Mais Mme Coffin, je pense qu'elle peut demander un recomptage judiciaire. C'est moins de 100 votes. Elle a le pouvoir de demander une contestation judiciaire. Est-ce que j'ai raison ou... Effectivement, moins de 100 votes, oui, effectivement, mes Bobby sont à côté, mais effectivement, à moins de 100 votes, on peut demander une contestation judiciaire non fondée. Donc, on peut demander une consultation judiciaire dès que tu as moins de 100 voix de différence, puisque 100 voix, c'est environ un ballot. Là. Donc, ça se peut qu'il y ait eu un ballot d'erreur. Donc, ça, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire attention, les politiciens, c'est de ne pas imiter Donald Trump. Trump vous savez, Alexis, qui a totalement... qui a ri du monde, en fait, en faisant des contestations judiciaires un peu partout. Effectivement, ça a été dangereux même, mais des politiciens aujourd'hui, on le remarque, ont peur de ressembler à Donald Trump. C'est leur peur, ça. Oui, vraiment. C'est comme devenu une icône du mal en politique, de la malhonnêteté. Ouais, il est un peu devenu une icône comme ça. C'est intéressant, ça, par exemple. Et donc, si on revient à nos résultats, là, je ne sais pas où on était rendu où sur les résultats, mais où ça s'est joué. Il y avait aussi, si on peut parler des ministres sortants. Je ne sais pas si vous avez étudié la chose. Et tous les ministres ont été élus. Et les 13 ministres sortants ont été élus à des majorités écrasantes. David Bragg, Ilfogo Caprell, 61%. Gary Bine, Corner Vogue, 66%. Siobhan Kurodi, Saint-Jean-Est, 57%. Et ainsi de suite. Tous les ministres ont été élus avec une légère majorité, à l'exception de Brian Ashworth dans Bevert, Green Bay. Là, je ne sais pas s'ils ont comme traduit le nom de la circonscription en français. Je ne sais pas. Toujours des bizarreries dans les noms de circonscriptions. C'est bien spécial. C'est la première fois que je vois ça. Je me permets un commentaire. Donc, dans cette circonscription-là, il y avait seulement 2 candidats, Brian Ashworth, ex-ministre, et Lynn Paddock, qui a fini du progressiste conservateur, il a fini avec 47,9%. Et si on remarque dans cette circonscription, 41% de participation, ce qui est inférieur à la participation populaire. Donc, si on parlait justement, là, les ministres sortants, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Effectivement, les ministres sortants, on peut clairement voir que la population, est-ce qu'ils ont fait un bon travail? Ça, personne ne peut le savoir vraiment. Il n'y a pas eu vraiment d'actualité écrasante à Terre-Neuve-Labrador, à part la démission du premier ministre. Mais tout de même, les ministres sortants, on a vu que la population voulait se rallier derrière ces ministres-là. Faut croire qu'ils ont fait un bon travail, ou bien dans la campagne, ou bien dans la dernière législature. Bien remarqué, là, dans n'importe quelle élection, c'est très rare que les ministres sortants vont être défaits. À moins d'une déroute totale d'un parti ou des scandales contre un ministre. C'est très rare. En 2018, vous remarquerez, M. Couillard avait été condamné à une défaite pour le Parti libéral total. Mais quasiment tous les ministres avaient été défaits. Entre autres, un des seuls qui a été défait, désolé, tous les ministres avaient été élus. Un des seuls qui a été défait, c'est Camorro, battu par Marie-Chantal Chassé, celle qui deviendra ministre de l'Environnement, avant de se faire évincer de son poste par mauvaise impression, si on peut dire, en restant impartial politiquement. Ceux qui me connaissent savent ma position sur mais on n'en parlera point. Donc, justement, les ministres sont pas mal toujours réélus. Il n'y a pas d'exception à ça.
À part, justement, quand il y a des scandales contre ces ministres-là, ça peut arriver parfois. Dans la circonscription, ils sont aimés, en général. Puis aussi, ce que c'est intéressant là-dedans, c'est que quand une circonscription, les électeurs, ils voient qu'ils ont un ministre dans leur circonscription, mais ça leur donne beaucoup d'avantages, ça. Ils ont une liste directe dedans. Il est au conseil des ministres. Ils ont plus de poids politique, les électeurs de cette circonscription-là. Généralement, ils veulent garder ce ministre-là pour avoir un certain plus poids politique, justement. Je pense que ça c'est universel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Effectivement, Alexis, je crois que lorsque une circonscription élisse, si je ne me trompe, un ministre, normalement, c'est très rare qu'il va être défait, sauf s'il y a des scandales comme Pierre Fitzgibbon qui risque d'être défait, mais vu que c'est dans Montréal, il y a tout le temps des surprises. CAC, c'est proche de... Excusez-moi, je me trompe avec un autre député, puisqu'il n'est pas dans Montréal. Il n'y a aucun caquiste dans Montréal, à part à Laval. Mais, effectivement... Chantal Rouleau et dans Bourget, monsieur... je me rappelle plus de son nom, je suis totalement désolé. Donc, vous pouvez continuer. Ouais, c'est ça, justement. Il n'y a pas dans Montréal, il n'y a pas beaucoup de caquistes élus. Puis là, je viens de faire une découverte, justement. Monsieur Jordan Brown, Labrador-Ouest, qu'on parlait, un des 2 seuls néo-démocrates élus. Eh bien, lui, il avait été élu en 2019 par 2 voix. 2 petites voix qui lui avaient assuré une victoire. C'est vraiment pas beaucoup. Et un recomptage judiciaire avait eu lieu dans cette circonscription-là. Et il avait finalement seulement gagné par 2 voix. C'est vraiment pas beaucoup, ça. Aussi, si on regarde les candidats vedettes, un peu ceux qui étaient mis à l'avant par les partis ou par les médias, il y a Perry Trimper, Lac-Melville. Lui, quand on parlait qu'il avait été élu indépendant, lui, j'ai fait des recherches un petit peu pendant que je vous parlais. Et donc, lui avait fait des commentaires critiqués sur les Inuits et les sans-abri. Donc, il avait été expulsé du cabinet libéral en 2020. Puis, donc, il a quitté le cabinet, puis il s'est présenté comme candidat indépendant aux prochaines élections. Vu qu'en fait, lui, il a quitté le cabinet, puis après ça, il a quitté le caucus. Donc, il s'est présenté comme indépendant, puis il a été élu par quand même 596 voix dans une circonscription où les participations étaient très bas. C'est quand même une surprise pour lui. Effectivement, c'est une surprise, surtout quand on fait des commentaires racistes. Normalement, il y a une baisse de popularité, là, c'est pas vraiment une surprise. Mais est-ce qu'il était populaire dans sa circonscription? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Tout ça dépend, là, puisque c'est seulement une affaire de popularité, presque, la politique. Ah, bien sûr, si le député est présent dans sa circonscription, il y a plus de chances d'être élu. Remarquez, Ruth-Hélène Brosseau a été élue facilement en 2011 avec Orange, mais en 2015, elle a été une des seules réélues. Pourquoi? Parce qu'après avoir été élue de même pendant qu'elle était à Las Vegas, elle est devenue une députée présente dans cette circonscription, une bonne députée qui représentait bien les gens. En 2019, elle a été défaite évidemment par Yves Perron, mais elle a quand même donné une certaine résistance parce qu'en 2015, elle a été élue, mais parce qu'elle était une députée présente. Et quand il y a un député qui est présent, même si le Parti populaire, il y a du monde qui va voter pour le député et non pour le parti. Le système électoral, il est fait pour que ce ne soit pas le vote des électeurs qui compte, mais le nombre de sièges en raison. Que beaucoup de personnes se disent que leur vote, ça ne va pas vraiment changer nécessairement un poids sur le résultat en tant que tel du nombre de sièges, mais par exemple, s'ils peuvent au moins avoir un député qui est présent dans leur circonscription, ça peut beaucoup aider, c'est sûr. Ouais, effectivement, ça peut aider. Puis Ruth-Hélène Brosseau, là, était très populaire dans sa circonscription. Le problème, c'est... Ouais. En 2019, justement, pendant la campagne électorale, elle était en avance, solide. Oui, effectivement. Le jour que Yves Perron l'a dépassé. Ouais, mais effectivement, là, je crois que le monde a remarqué que le NPD, en fait, le Bloc, a eu une énorme montée. Puis, je crois que le monde a décidé de prendre pour un parti qui est pour le Québec, là, vraiment, puisque
les choses qui ressortent normalement au fédéral, c'est que le Québec n'est pas assez bien représenté. Et puis, je pense qu'avec le bloc, les personnes de la circonscription de Berthier-Masquinongé, si je me trompe, ont voulu du changement et de la bonne représentation à la Chambre des communes. Oui, c'est ça. Là, si on analyse un peu les résultats, j'ai remarqué en 2019, si on regarde les résultats de 2019, Parti libéral, Dwight Ball, premier ministre à cette époque-là, désolé pour la prononciation, a obtenu 44 %, ce qui était 13 % de moins qu'en 2015, où qui avait obtenu 57 % du vote et 31 sièges, pour en 2019 obtenir 20 sièges, une baisse de 11, et il n'y avait pas la majorité. Mais effectivement, mais si vous me le permettez, Alexis, aux dernières élections en 2019, il y avait 2 députés conservateurs de plus, 2 députés libéraux de moins, un NPD de plus, un indépendant de moins. Donc, on voit clairement où que ça a changé. Ça a été conservateur vers libéral et NPD vers indépendant pour certains comtés, mais on remarque qu'il y a seulement 3 comtés qui ont changé à Terre-Neuve-Labrador. Et puis, 3 comtés, là, la majorité, quand elle est de 21, pardon, c'est dangereux d'entrer dans une course à la majorité quand que les taux sont aussi bas. 48 contre 38, c'est moins de 9 48,2 moins 38,8, c'est moins de 10 de différence. Et puis, lorsqu'on a moins de 10 de différence, on fait un faux pas, on rentre directement dans l'opposé. Une campagne électorale, vous le savez bien, Alexis, tout peut jouer en une seule journée. S'il y a un scandale, il y a un parti politique qui peut perdre d'énormes points dans les sondages. Bien sûr. Puis là, je vais faire un petit survol de l'historique du NPD. Et vous remarquerez, en 2011, le NPD avait connu un essor avec la chef de l'époque, Lorraine Michael, qui avait obtenu 5 sièges et 24 %. Et en termes de vote populaire, avait dépassé le Parti libéral de Kevin Aylward, ce qui est quand même énorme. Il était deuxième en termes de vote électoral et a obtenu 5 sièges, qui était beaucoup, qui était le grand essor d'une PD. Puis Mme Lorraine Michael avait quitté ensuite. Et en 2015, c'était Earl McCurdy qui le relais avec 2 sièges. Il avait perdu 3 sièges seulement. Et là, Mme Coffin arrive, fait l'élection de 2019, augmente d'un siège avec le sien. Et donc, 2021, on arrive aujourd'hui et c'est l'élection qu'on vous parle depuis tantôt. Sinon, dernière chose peut-être, on peut regarder peut-être les luttes serrées qui s'est déroulées, si vous êtes bien d'accord, M. Douville. Donc, on peut, dans Saint-Jean-Est-Kidividi, qui est, on dirait une espèce de formule magique, quelque chose comme ça. Kidividi, ouais, je sais pas. C'est à compter d'Alison Coffin, 53 voix. Montport Nord, 109 voix. Bébert Winby, 151 voix. Plaisance Saint-Marie, 216 voix. Saint-Barbe, Lance-aux-Meadows, 216 voix aussi. Ça a été toutes des luttes serrées là-dedans. Effectivement, ça a tous été des luttes serrées. Le problème dans ces luttes-là, c'est encore une fois le taux de participation qui est très faible dans ces circonscriptions-là. Tous ceux qui ont des luttes serrées, il y a peu de taux de participation. Donc, si les citoyens auraient été plus votés dans Terre-Neuve-Labrador, il y aurait peut-être eu un changement de quelques sièges, ça paraît pas, mais quelques sièges. Les libéraux sont à 2 sièges de perdre leur majorité. Bien sûr, mais même, ce qu'il faut penser là-dedans, c'est que les libéraux ont se nommé un président. Que donc, ils sont à 1 siège de majorité. Oui, effectivement. Là. À moins, puis ce qui peut être difficile là-dedans, si un de leurs députés démissionne. Donc, ils sont mal pris, ils sont dans la boîte. En fait, qu'est-ce qu'ils pourraient peut-être faire, c'est reprendre le siège du président. Je ne sais pas si c'est possible, ça serait bien compliqué. Le président
reprendrait son siège dans l'NPD, mais ça impliquerait qu'un président de l'opposition serait élu, et ça, les partis n'aiment pas ça du tout. De Ah penser non, quand il y a un député, lorsque le président. Oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà vu au Québec, on remarque François Gendron 2008. Les libéraux de Jean Charest étaient avec une majorité, avec une minorité mince. C'était quasiment tout dans les 40. C'était très serré, les résultats de l'élection. Et Mario Dumont et le Parti québécois avaient appuyé la candidature. Il me semble aussi Québec solidaire avait appuyé la candidature de monsieur. Ah non, Québec solidaire n'était pas là à l'époque, désolé. Grave erreur. Donc, il y avait la candidature de M. Gendron. François Gendron, qui a été député depuis 1976, qui est un des anciens du parti. Et lui, c'est un député qui était très aimé, qui donc a appuyé la candidature et est devenu président de l'Assemblée nationale avec ça, au grand plaisir du Parti libéral de Charest. Ah, mais François Gendron était très aimé, sauf pour le Parti libéral. Tous les partis dans la Chambre et même les citoyens de presque tout le Québec disaient que M. Gendron, si je ne me trompe, était un homme respecté de la population et les personnes l'aimaient. Il y avait un long bagage politique, là, puisque pour être président, normalement, c'est le plus vieux de l'Assemblée nationale. Pas nécessairement, mais effectivement, pas nécessairement, à quelques exceptions. Il y a plus de chance. Et M. Gendron, on en parlait. M. Gendron, il est resté député jusqu'en 2018. Ils ont battu le record de tous les temps à l'Assemblée nationale depuis 1765, du député avec le plus long mandat, avec 44 ans, si je suis bien à jour. Et 44 ans, c'est énorme. C'est l'époque Gendron qui était dans Abitibi-Est, c'était appelé la forteresse Gendron, tellement il était là avec des larges majorités pendant une éternité. C'était un personnage. Il a été vice-premier ministre sur le gouvernement Marois, qui a occupé plusieurs ministères d'ailleurs. Et c'est ça, 41 ans, 10 mois et 16 jours pour M. Gendron. Participé de la 30e législature à la 41e, 11 législatures, 11 élections, c'est énorme. C'est le doyen, il a été le doyen, tout comme son homologue fédéral, Louis Plamondon, qui est devenu en ce moment le doyen à l'Assemblée. Louis Plamondon a été au fédéral, a transféré au provincial. Aussi, lorsque les personnes ont un long bagage politique, les personnes qui connaissent, qui ont confiance, là, après quelques années politiques, ont confiance en cette personne-là, évidemment, sont plus portés à voter pour lui qu'un député, un candidat quelconque. Comme dans Trois-Rivières, là, Valérie Delage, ça va être une lutte très serrée aux prochaines élections. Là, on va avoir toute une analyse là, lors des émissions hebdomadaires là, sur les prochaines élections en 2022. Ça paraît pas, mais ça s'en vient. Là. Il reste un peu plus d'un an. En 2018, elle avait eu des résultats extraordinaires, inattendus dans Trois-Rivières. 17%, plus que la moyenne nationale, et 10 pôles. C'est énorme. Donc, 2 bureaux de vote complets, 10 pôles. Même si on remarque, secteur Sainte-Cécile, un de ces pôles, 46% de vote. Effectivement. Les quartiers plus démunis de Trois-Rivières, aussi quartier Saint-Sacrement, avaient voté très fort. Quartier Normandie, aussi Québec solidaire. Ça a beaucoup aidé. Puis, c'est une des circonscriptions que Québec solidaire a une chance de faire un gain en 2022, malgré la présence de Jean Boulet. Effectivement. Et puis, en raison de la crise sanitaire, il y a plusieurs personnes qui vont voter contre le gouvernement caquiste en raison des mesures sanitaires, malheureusement, pour le parti caquiste, puisque pour le moment, avant la crise sanitaire, ça semblait correct. Là. Il y a eu de grandes démarches. Il n'y a pas eu de grands scandales, à part Pierre Fitzgibbon, qui... Charles Coin aussi, dans les derniers jours. Effectivement, là, il y a 2 scandales pour le moment pour la CAQ qui pourraient fesser fort sur les prochaines élections. Bien sûr, mais ça, on en reparlera dans nos prochains hebdomadaires. Donc,
je pense que pour ce soir, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire sur les élections à Terre-Neuve et Labrador. Là, justement, on voit à l'écran les résultats pour Andrew Furry, 64%, c'est quand même beaucoup, contre Dream Goody et Shayna Lernan, 2,4%, dans Humber Gromorn. Humber Gromorn, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, je suis désolé, les noms de circonscription sont assez tordus, parfois et un peu difficiles à prononcer. Donc, c'était tout pour cette émission politique, un live sur le journal politique, diffusé sur Facebook. Effectivement, Alexis, on va faire une courte pause. On va revenir dans les prochains instants, mais restez là. Il y aura un retour en arrière en 2019 sur les élections de 2019. On va faire quelques comparaisons. Restez là. Parfait. Rebonjour, bienvenue. Donc, on va faire une petite rétrospective de 2019, une petite histoire un petit peu avant de vous laisser voir. Quelles sont les comparaisons? Quelle différence avec cette élection-là? Restez avec nous. Donc, si on remonte à 2019, M. Duguay, comment vous votre analyse pour 2019? Effectivement, là, il manquait un siège pour devenir majoritaire pour les libéraux. Ça a été une déception pour le pourcentage de vote. 43,9 contre 42,6. Ça a été une lutte très serrée. Mais évidemment, il y a des comtés avec plus de citoyens. Donc, si la circonscription a voté massivement conservateur, ben, le pourcentage n'est pas nécessairement normalement jumelé avec le nombre de sièges, mais dans les cas qui sont très serrés, il y a effet à avoir. Bien sûr, mais selon moi, c'est peut-être un des facteurs qui a mené à l'abandon de M. Ball, Woodball comme premier ministre. Il y avait une majorité accrue en 2015 après avoir battu le premier ministre Paul Davis. Et ça, il y avait sa majorité, mais il était premier ministre depuis quand même 5 ans. Et c'est toujours un des facteurs qui contribue à quitter la politique pour un. Habituellement, il évoque souvent la raison familiale. La vie familiale, c'est toujours la même histoire de vie familiale. Souvent, bonne raison pour quitter la politique. Effectivement. Surtout quand il y a des scandales de corruption et autres scandales sur le dos, souvent ça arrive bien. Donc,
En 2015, justement, 20 sièges pour M. Drake Ball, 15 pour M. Crosby. Crosby était déjà là, de même qu'Alison Coffin. Ça a été, les deux étaient déjà là comme chef, puis les deux sont comme arrivés en même temps à l'élection. Les deux sont partis en même temps à la même élection de 2021. Ils sont toujours suivis. Rôle de hasard. Et le Parti vert, excusez-moi. L'NPD d'Alison Coffin avait perdu 5,8% aussi, ce qui est énorme quand même. Je ne sais pas si vous avez une analyse là-dessus. Sur quel. Sur la base du NPD. C'est l'histoire un peu. Le NPD avait connu une histoire, comme je disais, en 2011. 2015 avait énormément baissé et ça a été la continuité. Il a augmenté d'un siège, mais en termes de vote, a continué à baisser en 2019. Effectivement, il y a eu une petite hausse du pourcentage des votes pour le NPD, malgré la baisse du nombre de sièges de 1. Le nombre a augmenté de votes en pourcentage, mais le nombre de votes a baissé. Il n'y a tellement pas beaucoup de participation que ça a donné des résultats comme ça. Puis remarquez, c'est la même chose pour Québec solidaire en 2007. Québec solidaire avait eu un score semblable à 1,5%, si je me situe bien. Et en 2008, Québec solidaire avait monté, normalement d'un député, avait été élu, mais aussi à 1,5%. Mais en termes de vote, il y avait eu une version plus basse, il avait baissé de beaucoup en termes de vote, ce qui est assez étrange. Effectivement. Et puis là, je vais vous amener à voir, Alexis, il y a une baisse des taux de vote pour l'Alliance. L'Alliance, yes. Oui, effectivement, 2 en anglais, quand j'ai dit le titre en anglais, je ne sais pas. Donc oui, la Newfoundland. 2,4 contre aujourd'hui 0,3%. Ah, c'est énorme. Et le parti avait présenté 6 candidats. Contrairement, en 2019, le parti, j'essaie de trouver, le nombre de candidats présentés en 2019 était assez semblable, mais c'est une grande baisse. Même avec 6 candidats, 507 votes, c'est rien pour un parti. C'est quand même pas beaucoup. Les indépendants ont eu plus. Non, effectivement. C'est le Parti de l'Alliance, comme le Parti vert, on commence à avoir de moins en moins de votes, de moins en moins de citoyens de gauche, malheureusement, mène à la disparition des partis. Et puis l'Alliance, là, Alexis, avant que tu me corriges, c'est de droite, et puis le Parti vert de gauche. Donc les deux extrêmes ont malheureusement quitté. Est-ce que le monde veut moins d'extrêmes et plus de centrisme? Le monde, en général, veulent aller vers le centre, en fait. C'est toujours de se centrer, même avec Québec solidaire, vous remarquerez, les partis ont besoin toujours de se centrer un peu et le monde demande un peu de se centrer. Au Québec, comme dans les autres provinces, les mondes sont au centre. C'est ça, bien sûr. Effectivement. Les positions politiques sont toujours au centre. Les extrêmes ne sont jamais bien perçus par la population. Justement, le Parti de l'Alliance, comme le Parti progressiste conservateur aussi, quand même de droite, évidemment. Effectivement, puis si les personnes commencent à devenir, les citoyens, pardon, commencent à devenir trop extrémistes, on va se ramasser comme Neymar, si je le prononce mal, qui a eu un coup d'État malheureusement. Myanmar, oui. Birmanie. Ouais, effectivement, c'est ça que les citoyens veulent éviter. Et puis, il faut plus que ça réarrive, puisque nos ancêtres se sont battus pour qu'on ait la liberté d'expression et qu'on ait des gouvernements, des personnes qui sont là pour nous. Oui, ça s'appelle toute la CAQ du Capitole. Ça a été une tentative de coup d'État dans un certain sens. Ça a été mal perçu. C'est ça. C'est une attaque sans précédent à la démocratie, comme si bien été dit à de nombreuses reprises. C'est inadmissible et épouvantable. Effectivement, Alexis. Puis,
crois qu'il ne faut plus qu'il y ait d'attaque à la démocratie comme ça. Ça sert à ça l'histoire. Il ne faut plus qu'il y ait d'attaque à la démocratie, puisque en ce moment au Québec, la monarchie est très peu présente. Je peux pas dire qu'elle n'est pas présente, malheureusement pour toi, Les Alexis. Québécois sont anti-monarchiques. Non, effectivement. Effectivement. Totalement. Si on continue de regarder un petit peu ça, donc vous avez parlé le Parti de l'Alliance, les indépendants. Vous avez parlé des indépendants. Habituellement, au fédéral, au Québec, c'est très rare que des candidats indépendants sont élus. Pas affiliés à un parti politique. Vous remarquez, en 2019, un indépendant élu, Jody Wilson-Raybould, elle, c'était comme un cas particulier. Elle était tellement connue, puis avec les gens qui étaient contre le Parti libéral votaient pour elle. Si on remarque que c'est au fédéral, il y a eu André, un blanc de mémoire, mais c'est l'animateur, désolé, j'ai une d'extrême droite aussi. Désolé, j'ai une perte de mémoire pour ceci. Je ne fais pas d'Alzheimer, inquiétez-vous pas. Donc, justement, c'est très rare. Puis au Québec aussi, il n'y a pas eu d'indépendants élus en 2018. Ce qui est. Les indépendants, je Ils n'ont crois. pas de publicité vraiment. Ils ne réussissent pas à avoir de la visibilité médiatique. C'est ça qui est malheureux. Mais Catherine Fournier, qui a quitté le PQ. Ouais, effectivement, c'est la seule qui a une couverture médiatique, ou presque, sauf erreur. Et puis, Catherine Fournier est aimée par les gens de sa circonscription. Et je crois que pour être indépendant, il faut être très aimé par sa circonscription, parce que c'est rare. Il y a une différence avec Catherine Fournier. Catherine Fournier, comme elle, est devenue indépendante. Il y a une différence. Effectivement. Devenue indépendante, même si Catherine Fournier se représentait comme indépendante, les chances qu'elle soit élue sont très minces. Effectivement. Changer. Puis, c'est ça. Être élu indépendant, c'est beaucoup de travail. Puis, marqué Robert Lynch Saint-Onge, je me rappelle bien son nom, dans Trois-Rivières en 2019, avait eu des résultats très, très bas. C'est décevant pour lui. Vraiment, quelques centaines de votes à peine, ce qui est vraiment pas beaucoup. Effectivement. On va en revenir aux élections de 2019, si vous me le permettez. Les partis non affiliés, il y a eu 0,0 et des millièmes % de vote pour les partis non affiliés, donc les partis qui sont comme le Parti conservateur du Québec, qui ne sont pas représentés vraiment là, ne sont plus dans la main. Et puis, les personnes qui ne veulent pas de changement à Terre-Neuve-Labrador. Au Québec, ça va être différent. Partout, dans toutes les provinces et territoires, partout, ça va être tout le temps différent. Et puis, Terre-Neuve-Labrador ne voulait pas vraiment de changement, Alexis. Là. Qu'est-ce que tu as perçu de cette élection-là? Qu'est-ce qui te mène à voir qu'il y a peu de changements comme ça? Je pense avec la pandémie, ça a tout joué. N'importe quelle élection, c'est une baisse d'appui envers les autres partis politiques, c'est le gouvernement, comme on en parlait tantôt encore. La pandémie, ça a tout joué là-dessus. Ah, effectivement. La pandémie, comme les personnes vont se rallier derrière les personnes qui dirigent, et ensuite de ça, ils vont se séparer, puisque c'est comme ça que l'être humain est fait. Si vous me le permettez, M. Douviel, je conclurai. Effectivement, je vous le permets. Ça a été une très belle soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est très apprécié. On est même à un certain moment, on est allé jusqu'à 15 personnes qui suivaient. Effectivement. Le premier live. Je vous invite à surtout pas manquer première émission hebdomadaire 4 avril 7h diffusée en direct sur les réseaux sociaux. L'émission ne sera pas en direct, pré-enregistrée, mais l'émission en tant que telle sera diffusée en direct. Vous me comprenez. Et le 12 avril, surtout, élection au Yukon. Très date à mettre à votre agenda.
Donc, par exemple, à cause du fuseau horaire, les élections, c'est quand même retardé. Donc, à partir de 10h30, heure normale du centre, heure du Québec, on va être en live comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui sera différent? C'est qu'on sera en vraies élections. Là, en ce moment, on faisait une rétrospective d'élections, puis les résultats étaient déjà annoncés. Donc, le 12 avril, ça va être au compte-gouttes. On va être avec élection Yukon, les résultats au fur et à mesure, et on va rajouter à l'écran chacun des résultats qui sont à jour au fur et à mesure pour vous décrire le plus fidèlement pour notre soirée électorale, avec les discours des chefs, évidemment, et chacun des pourcentages des partis politiques. On va vous montrer quand les candidats sont défaits et lesquels sont élus pour avoir une couverture des plus totales de cette merveilleuse soirée électorale. J'ai hâte de vous retrouver le 12 avril. Xavier, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez dire? En fait, merci d'avoir été là. Surtout, Alexis, merci pour ce première émission spéciale. Vous m'avez contacté à 5h30. Moi qui étais dans mon lit, qui croyais rien avoir à faire. Eh bien, ça a ajouté du piment à ma soirée. Je crois que on va avoir beaucoup de plaisir jusqu'en juin et on va revoir là, pour évidemment une prochaine saison. Sûrement. Parce que on ne vous l'a pas dit, mais en fait, j'ai juste, moi, eu un flash à 5h30 tantôt que ça serait peut-être le fun de faire une rétrospective d'élection de Terre-Neuve à Val-d'Or. Qu'on s'est monté ça en vitesse, beaucoup de recherches, nous les deux, ça a été bien compliqué, mais c'était une soirée palpitante avec vous. Donc, merci énormément encore d'avoir été ici aujourd'hui. C'était le journal politique. À l'animation, je m'appelle Alexis Roiletta, mon chroniqueur politique préféré, Xavier Douville. J'aimerais mettre un certain remerciement particulier pour mes deux petites sœurs, Heidi et Charlotte, qui tenaient à ce que je nomme leur nom à la réalisation, au maquillage et à la mise en scène. Et merci donc, à Heidi pour m'avoir prêté sa chambre comme bureau. Merci Heidi et Charlotte. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine. À la prochaine.